Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h47, Patrick Roger, dites donc, c'est dingue. Bah oui, 8h47 du matin, Virginie Martin, bonjour. Bonjour. Arlette Chabot, bonjour. Bonjour. On va reparler du rétropédalage du gouvernement sur cette mesure qui était prise contre les retraités de plus de 70 ans qui devaient payer en fait un peu plus des cotisations patronales tout à l'heure. Donc il y a eu un rétropédalage, parce que vous me direz ce que ça signifie de la part du gouvernement. Est-ce qu'ils ont appris la leçon ou est-ce qu'ils testent en fait un petit peu? Puis il y a toujours d'autres sujets qui sont évidemment à la une, qui peuvent vous faire réagir au 0829, au 0826. 26, qu'est-ce qui me prend 300, je ne sais pas, vous avez bugué. Vous avez bugué. 0826, trop de femmes autour de vous, vous buguez. Non, mais voilà, c'est ça, 0826 300 300. Il y a notre question du jour, on en débattra beaucoup tout à l'heure à 9h20, mais on peut en dire quand même un petit mot. Greta Thunberg en fait-elle trop, un peu trop à la tribune de l'ONU? Pour l'instant, vous êtes majoritairement à dire oui. Et Emmanuel Macron est revenu d'ailleurs aussi un petit peu en fait dessus, en disant oui, les enfants, ils peuvent aller ramasser les mégots. Enfin, ça, il l'avait dit en fait en allant à l'ONU l'autre jour, aller ramasser les mégots plutôt que de manifester. Et puis là, il a redit ce matin encore aussi qu'on ne peut pas, alors ça c'est différent, c'est sur l'immigration, on ne peut pas accueillir tout le monde en France, c'est ce qu'il a dit ce matin. Virginie Martin, sur Greta Thunberg notamment. Moi, je trouve quand même qu'elle est intéressante. Elle est très intéressante. D'abord, elle alarme. Évidemment, c'est beaucoup de communication politique. On n'est pas naïf. Mais après, je trouve que Macron a beau jeu de la critiquer en termes de marketing et communication politique, parce qu'il nous a quand même fait des grandes leçons sur la présidentielle de 2017. En termes de communication politique, il est quand même pas le premier. Donc, c'est un peu l'arroseur arrosé aussi. Donc, il peut pas critiquer ce que lui-même a fait beaucoup. Et je trouve intéressant quand même, parce que alors on pourrait dire c'est une forme de populisme ou de peut-être de message un peu simpliste, mais je crois effectivement quand même que toutes les études scientifiques le prouvent. La planète brûle par-ci, par-là, de là. Et c'est quand même très grave. Les réchauffements climatiques arrivent encore plus vivement que ce qu'on avait pensé auparavant. On peut encore faire quelque chose. Dans les scénarios, en tout cas, qui sont envisagés pour les années qui viennent. Il y a plusieurs scénars, bien sûr aussi. Mais maintenant, il n'y a plus tellement de débat scientifique sur cette question, je trouve, à avoir. Et il y a au contraire des lanceurs d'alerte à écouter. Ouais. Et si Greta Thunberg est un lanceur d'alerte, tant mieux. Et c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Et je ne sais pas pourquoi il y a autant de critiques. Alors, de la part de Michel Onfray, qui dit qu'elle est trop jeune, qu'elle est manipulée, qu'elle ressemble à une poupée de cire ou je ne sais quoi. Enfin, je trouve ça hyper violent, à la fois anti-jeune. Non, mais elle est violente aussi dans ses propos. Elle est violente, mais l'État de la planète demande des propos violents à un moment donné. On ne peut pas rester édulcoré. Moi, je trouve que c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'elle nous donne une leçon de sincérité politique d'une certaine manière et de dire les choses sont graves et réagissons. Oui, il y a Eric de Béziers au 0826 300 300 qui veut revenir justement sur ce discours de l'ONU d'Emmanuel Macron. Oui. Bonjour. Bonjour Eric. Oui, Eric. Bonjour. Bonjour Sud Radio. Oui, mais écoutez, j'ai regardé assez brièvement hier en direct le discours d'Emmanuel Macron face à l'ONU. Oui. Et je me demande jusqu'à quel point on va aller dans la bêtise, quand je vois un petit peu. Quand je vois M. Macron, qui lui-même essaye de prôner la paix dans le monde entier, et que dans son pays, c'est pas le cas, quelle crédibilité il peut avoir arrivé à un moment? Et la question que je me pose aussi, c'est pendant combien de temps on va avoir à supporter ça? Arrivé à un certain moment, il va falloir quand même... Eric, qu'est-ce qui vous a choqué dans les propos d'Emmanuel Macron hier à la tribune de l'ONU, quand vous l'avez écouté ou entendu? Écoutez, c'est simple. Il est toujours en train d'essayer de donner la bonne parole dans le monde, mais lui ne fait pas respecter au sein de son pays. Quelle crédibilité peut-il avoir, notre président, au niveau mondial? On le voit bien. À chaque fois, il est renvoyé. On a bien vu justement avec la Pologne. La Pologne, et chaque président, à chaque fois, lui dit « Mais monsieur Macron, regardez dans votre pays, la France est en train de perdre toute sa crédibilité au niveau mondial. » Et c'est de là où ça devient extrêmement inquiétant. Et quel regard vous avez sur Greta Thunberg?
Sur Greta, je trouve que il faut des gens qui alertent, en fait. Même si des fois, elle a tendance à en faire un petit peu trop, je pense. Mais elle alerte, et son message est... Enfin, elle n'a rien inventé, il n'y a que M. Macron qui croit qu'elle en rajoute, quoi. Ah oui, vous êtes plutôt d'accord, Éric, avec son message, en tout cas. Ah, mais tout à fait. Arrivé à un moment, il faut, il faut choquer les mentalités. Ouais. C'est ça. Il faut provoquer, quoi. C'est ce que je disais. Provoquer, voilà, c'est le bon mot. Il faut provoquer. Et puis, elle appuie vraiment là où ça fait mal. Au début, elle a été soutenue par la plupart, et que maintenant qu'elle commence à appuyer, à critiquer certains chefs d'État, elle va en devenir, pour eux, presque détestable. C'est là où est le problème. Oui. Elle alerte vraiment, et puis après, c'est une jeune fille de 16 ans, c'est quand même admirable. Alors les gens sont toujours en train de regarder ce qu'elle fait de mal, mais ils oublient que c'est une jeune fille de 16 ans, et comme elle dit, elle a mis toute sa vie de côté pour la planète. Et la planète, c'est ce qui nous rassemble tous, quoi. De n'importe quel bord politique, de n'importe quelle religion, la planète, ça nous concerne. C'est sûr, on vit en fait sur cette planète, et donc si elle n'est plus habitable, bien sûr, il y a un danger, etc. Arlette Chabot, merci Éric, restez avec nous en ligne, quoi. Je dirais qu'elle est devenue une icône ou une idole parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sur la planète entière, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'idéologie politique, il n'y a plus de religion, ça ne marche pas. Alors est-ce que l'écologie va devenir une nouvelle religion et pour combler le vide, il y a Greta Thunberg. Quant aux politiques, eh bien au début, effectivement, ils ont essayé de l'utiliser, de la récupérer. Et maintenant, ils sont bien embêtés parce qu'effectivement, après être venus les voir gentiment en leur demandant de l'aider, eh bien maintenant, elle met en accusation. Donc, ça, effectivement, ça se retourne contre eux. Et la vedette, effectivement, du sommet de l'ONU sur le climat, c'est Greta Thunberg. Aucun homme politique, y compris, pardon, président de la République, mais c'est pas lui qui a été mis en vedette lors de cette session. C'est effectivement Greta Thunberg, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, qu'on trouve que ses larmes sont un peu factices, qu'il faut qu'elle arrête de dire que la planète est en train de mourir et que sa vie est foutue. Il faut quand même pas exagérer, elle a 16 ans. Donc il y a sans doute de l'exagération, de la manipulation. Il y a toujours des gens qui diront que manipuler. Moi, ce qui m'impressionne quand même, c'est l'impact dans le monde entier. Il y a des centaines de milliers de gamins, d'étudiants, de jeunes qui suivent Greta Thunberg, qui adhèrent à ce mouvement du vendredi, on va pas en classe, on défile et on demande aux politiques. C'est quand même une sacrée pression sur les politiques. Vous savez aussi que les jeunes aiment bien se rebeller d'une manière. Quand on est ado, on aime bien ça. Il y a d'autres aujourd'hui. Là, c'est pas exactement de la rébellion. Je trouve que c'est la colère. Non, c'est pas pareil. Elle ne veut pas remettre en cause le système. C'est pas une rébellion dans ce sens-là. Elle remet en cause le système dans lequel on vit en fait aujourd'hui. Elle dit attention, ce système est en train de tuer la planète. Elle n'est pas en train de dire il faut tuer les riches, mort aux flics, mort à je ne sais qui, etc. C'est pas ça. Elle ne remet pas. Elle remet pas la structure. C'est dépassé, ça, ce que vous dites. C'est pour ça, c'est pas de la rébellion dans ce sens-là. C'est une colère. C'est pire que la rébellion. C'est une colère. C'est pas on va mourir, c'est on est en train de mourir. Mais voilà, c'est même pragmatique. C'est pour ça que je dis que c'est pas de la rébellion. C'est qu'il y a quelque chose de pragmatique. Si les gens n'avaient pas vécu aussi presque 3 mois de canicule depuis le mois de mai-juin, peut-être qu'ils seraient aussi un peu moins conscients de ces histoires, mais là on voit bien que les gens touchent du doigt tous ces problèmes de réchauffement climatique et de dérèglement climatique au quotidien. Donc maintenant, il n'y a plus les climato-sceptiques vont finir par se taire et le temps... Non, je pense pas non plus. En tout cas, de manière concrète, ils vont avoir l'air de plus en plus ridicule. Et moi qui suis prof et proche de pas mal d'étudiants, et en tout cas je les côtoie depuis des années et des années, eh bien, vous n'imaginez pas l'angoisse d'une certaine partie de la jeunesse sur qu'est-ce qu'on va devenir si vous continuez à produire comme cela, à gérer l'économie comme cela, et à ne pas comprendre qu'on est en train d'être asphyxié. Et nous, qu'est-ce qu'on va devenir dans 20 ans ? Est-ce que les villes sont encore respirables dans 20 ans ? Les gens qui ont même grosso modo plus de 30, 40, machin, ils se disent bon allez, ça va encore durer 30 ans, voilà, on va encore y arriver. Ils sont prêts donc à aller vivre dans les forêts, en campagne et à renoncer à leur téléphone portable, à leur confort. Moi je vois... Est-ce qu'ils sont prêts à ça ? En tout cas, moi je parle de l'école que je connais qui est Cage Business School, que ce soit à Marseille, à Bordeaux ou à Paris. Je veux dire, mais moi je les vois dans des campus différents et même à l'étranger. Je vois quand même, il y a des associations notamment qui sont de défense de l'écologie à l'école qui sont de plus en plus nombreuses, qui sont de plus en plus productives, et les jeunes, oui, s'engagent vraiment au sens strict du terme là-dessus.
Allez, on va continuer dans un instant à vous retrouver. Virginie Martin, Arlette Chabot dans un instant. Et puis, la question autour de Greta Thunberg, en fait-elle trop, ce sera tout à l'heure à 9h30 aussi, à 9h20 avec l'ensemble de nos invités. Et on attend vos sujets à vous qui vous font réagir. 0826 encore, 300, restez avec nous, 8h57. Et c'est la suite du petit déjeuner de l'actu avec Virginie Martin et Arlette Chabot et vos appels au 0826 300 300. Oui, on va prendre Alain dans un instant de Montpellier. Juste une petite précision, je le disais en fait tout à l'heure, c'était à confirmer le tirage au sort des 150 Français citoyens pour la Convention citoyenne sur le climat qui a réservé une surprise de taille puisque Daniel Cohn-Bendit a été tiré en fait au sort. Alors tiré au sort ou pas, évidemment, il y a des supputations. Il a décliné, c'est ce que nous apprend le site de l'Obs ce matin. Il a décliné cette proposition pour formuler des propositions pour lutter contre le réchauffement climatique. Virginie Martin, ça suscite quoi? Ça aurait été en fait... Non, mais heureusement qu'il a décliné. Voilà, c'est très... oui, parce que sinon, c'est très bien. C'était complètement phagocyté. Voilà, mauvais esprit général. Personne n'aurait cru que c'était un hasard. Donc, il a bien fait de se retirer. Oui, absolument. Cécile, on va au standard. Et il y a Alain qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Oui. Oui, mais je suis un nouvel écoutant. Merci beaucoup. En quelque sorte. Ouais, grâce à ce que vous avez fait cet été. On va vous attacher au lit alors. Pour repartir. On vous écoute. On vous écoute. Non, je faisais une blague. Oui, je voulais réagir par rapport à Greta Thunberg et par rapport à l'attitude que vous pouvez avoir. Moi, tout à l'heure, monsieur, je vous m'avais choqué en disant, mais est-ce qu'ils sont prêts à aller dans la forêt et s'isoler? Le problème n'est pas là. On a des jeunes qui se sont levés parce qu'on a cru, et moi je suis un vieux, j'ai plus de 60 ans, j'ai été touché. Vous n'êtes pas vieux. Oui, dans mon esprit, oui, mais dans le corps, si. Mais j'ai été touché par Greta Thunberg parce que je connaissais le problème de santé, le problème qu'elle a avec sa maladie. Et je trouve que cette petite, elle répond froidement, elle analyse froidement la situation sur des faits et non pas sur des supputations. Donc la critiquer déjà, je trouve ça très choquant. Qu'est-ce qu'à la suite de son discours à l'ONU? Oui, elle est. Vous avez parlé tout à l'heure de populisme. C'est pas du populisme. Elle exprime avec son cœur des faits. Et les réactions qu'il y a eu, et notamment la réaction de Macron. Excusez-moi, j'ai du mal à dire président. Je n'ai pas voté pour lui. Je voterai jamais pour lui. Mais d'aller dire, mais ils ont qu'à aller en Pologne. Mais elle est allée en Pologne. Oui. Elle est allée en train quand il y a eu la COP. La convention. COP 24, oui. Oui, exactement. Quand j'entendais parler tout à l'heure une dame qui est en contact avec des étudiants, mais ils le font concrètement. Dimanche dernier, je suis allé au centre-ville de Montpellier, j'ai croisé une vingtaine de petits jeunes qui portaient des sacs poubelles. Je suis passé devant, je leur ai demandé qu'est-ce que vous faites. Ils m'ont dit écoutez monsieur, c'est dégoûtant entre le lycée Joffre et la place de la Comédie, donc on a décidé de ramasser tous les papiers, tous les mégots, toutes les choses. Je leur ai dit faites attention, vous savez pas ce que vous... Ils me disent si vous saviez ce qu'on trouve, on a trouvé plusieurs seringues, ils avaient des gants, ils ont ramassé, ils ont fait le job. Quand je suis allé à la marche Youth for Climate qui a lieu dans tous les pays, tous les vendredis, mais pas en France, regardez la carte, je vous invite monsieur à regarder la carte d'Extinction Rébellion avec les... Je l'ai vu déjà, vous l'avez vu, vous avez vu ce qu'il y a en France et vous avez vu les taches vertes qu'il y a partout chez nos voisins. Pourquoi nous on réagit avec tant de distance par rapport à ces enfants? Ils font le job. Dans la première manif, j'ai vu un petit... Alors bien sûr, il y a ceux qu'on voit devant, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sourient, ils ont des slogans, ils sont amusants. Mais derrière, moi j'ai vu un petit gars qui avait son sac poubelle et qui ramassait toutes les canettes, tout ce qu'il pouvait trouver, les mégots. Quand je vais à Londres, je suis allé à Londres il y a encore l'année dernière, je suis tombé sur quelqu'un qui, à l'aéroport, c'était une jeune femme qui portait une blouse blanche, on aurait cru un peu une infirmière, qui portait une petite, je sais pas comment on appelle ça, vous savez, pour gratter quand on veut enlever la peinture, avec une petite fête qui ramassait tous les chewing-gums qu'il y a. Mais baissez les yeux, regardez comme c'est sale. En face de chez moi, là, à quelques mètres,
il y a une poubelle. Et il y a des jeunes qui viennent, et c'est sale tout le temps. Vous voyez des gens qui jettent des canettes. Regardez, baissez les yeux. Je sais que vous avez une activité où vous êtes forcément pris par ce que vous faites, ça vous prend l'esprit. Quand vous partez, quand vous venez travailler, vous vous amusez pas à regarder par terre. Moi, je n'ai pas de travail, je regarde par terre souvent. Je regarde par terre. Et qu'est-ce qu'on trouve? Mais tout est balancé par terre. Non mais c'est vrai, vous avez raison, Alain. Juste dire un mot, Alain, c'est Cécile qui vous parle, moi tous les jours, et je le tweete souvent, je ramasse les papiers par terre et je le tweete en fait. Et j'incite les gens à le faire, et qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas. Et ça c'est vrai, Alain, il faut avoir conscience de là où on va en fait sur la planète. Non, ce que je disais tout à l'heure à Virginie Martin, on peut poursuivre un peu la discussion. Je disais, mais est-ce qu'ils sont prêts, ces étudiants qui vivent à Bordeaux ou à Paris, etc., à aller un retour en arrière, parce que il y a pas de retour. Non, mais attendez, je poursuis, parce que c'est vrai que ils consomment en fait beaucoup aussi, et ça vient de cette consommation, et que nous sommes très nombreux sur la planète. Nous sommes 10 milliards, nous allons bientôt être 10 milliards sur la planète. Nous consommons effectivement énormément. Quand vous voyagez à l'étranger, vous voyez que ça se construit en fait partout, qu'on ne tient pas compte beaucoup des mesures d'environnement. Et la question, elle est là, quoi. Donc il faut arrêter d'importer, par exemple, ces jeunes qui portent des vêtements qui sont achetés chez H&M ou ailleurs et qui sont fabriqués et qui contribuent à la pollution en fait de la planète. Je dis que, vous voyez, c'est une conscience en fait globale, quoi, qu'il faut avoir. Et je suis conscient de ça. Moi-même, je vous invite à lire un livre que j'ai écrit il y a 20 ans qui s'appelle Imagine la France de nos enfants, qui était sur toutes ces questions. Donc, vous voyez, il y a 30 ans, en fait, je me posais déjà ces questions et je continue, en fait, de les poser. Après, c'est l'exploitation qu'il peut y en avoir, qui peut prêter à interprétation. C'est aussi le modèle des baby-boomers qui est aussi remis en cause, où finalement, ces gens nés à l'après-guerre ont bénéficié des 30 glorieuses, n'ont pas pensé à grand-chose, n'ont pas pensé à demain, ont souvent peu anticipé. Ils ont pensé, en fait, à demain, mais ils ont pensé au présent. Croissance. Non, ils ont pensé croissance. Non, ils ont pensé surtout à loger les gens. Ils ont pensé à loger les gens et à les nourrir. On mourrait de faim. On mourrait de faim. C'était de reconstruire la France, c'était de créer des emplois, créer des usines, etc. Oui. Donc, et c'était pas que la France. Il n'y a pas que la France, c'est effectivement oui, mais ça. Après, il y a eu quand même aussi un regard un peu court-termiste. On l'a vu sur les gouvernements des années 70-80, par exemple. On savait très bien qu'il allait y avoir des problèmes sur la retraite. Ils ont souvent peu anticipé. On commençait à y avoir des problèmes écologiques. Ils ont peu anticipé. Ils ont continué en disant le progrès. Nous tous. Oui, mais c'est pas ma génération. Je suis désolée. C'est votre génération. Non, mais c'est votre génération. Qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Puisque vous avez en fait la quarantaine. Qu'est-ce que vous avez fait pour ça dans votre vie? C'est la question. C'est une question de responsabilité collective. J'ai pas pu finir ma phrase. Oui, mais enfin, après, quand on a 5 ans dans les années 70, c'est un peu compliqué d'avoir une responsabilité politique. Dans les années 80-90. Et ce que je voulais dire, c'est que les baby-boomers pensaient que les progrès, un peu comme Trump aujourd'hui d'ailleurs, le progrès finira toujours par nous sauver. Le progrès finira par nous sauver. Et notamment les anti-écolos, si je puis dire, disent aussi le progrès, vous inquiétez pas, on trouvera des parades aux canicules, on trouvera des parades aux tornades, etc. On a trouvé en fait beaucoup d'améliorations parce qu'on vit quand même, on a gagné 20 ans d'espérance de vie. Oui, mais c'est en train de s'arrêter. Oui, mais c'est en train de s'arrêter. Donc c'est important de le dire. C'est pas vrai partout. C'est important de le dire quand même. Dans les pays développés dans lesquels nous vivons, c'est en train de s'arrêter, notamment chez les femmes, à cause de notamment l'alcool et les cigarettes. Et aussi les systèmes de soins qui commencent quand même à être un peu essoufflés. Donc on voit bien qu'il y a eu aussi une irresponsabilité quand même de ces générations passées. Et ce que les jeunes disent aujourd'hui quand même, c'est réveillez-vous, on ne peut plus consommer et penser les choses de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement angéliques, parfaits, qui ne consomment plus rien et qui respirent de l'air et qui ne mangent plus que de la pluie. C'est pas ce que je suis en train de dire. Arlette Chabot et puis Alain qui est avec nous, et vous continuez de réagir au 0820. Non, mais je veux dire, dans les années 70, il y a eu le Club de Rome qui prenait déjà la décroissance et on s'interrogeait sur effectivement après 68, qu'est-ce qu'on consomme, comment se développe la planète. Après, on nous a vendu à tous une société où on achetait une voiture, c'était formidable. La démocratisation du transport aérien, c'était formidable, ça permettait à des gens de voyager alors qu'ils ne sortaient pas de chez eux. C'était les privilégiés qui pouvaient profiter d'un certain nombre de services.
tout ça, c'était ça la société. Le progrès, c'était ça. C'était au fond l'accès à des biens pour tous. Et c'est encore ça. Après, on a mis du temps à effectivement prise de conscience. Oui, 95, Chirac, allons-y, on regarde ailleurs et la maison brûle. Parce que là, tout s'est arrêté. À partir des années 90, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et personne n'a stoppé, parce qu'il y avait effectivement des conséquences économiques, disait-on. Et on n'a jamais construit, moi j'attends depuis 20 ans les voitures électriques, les bornes rechargeables. Ça fait 20 ans ou 25 ans que j'entends, ça va être fait. On ne l'a jamais fait, parce qu'effectivement... Il y avait des industriels qui s'y opposaient. Et puis parce que derrière, on vous dit que la voiture électrique pollue en fait ça, c'est autant. Non mais c'est vrai. Au fond, c'est ça. Et non mais c'est difficile de s'engager dans une voie si dans 10 ans on se dit on a. Mais il faut réfléchir. Moi, ce que je crois beaucoup, c'est qu'il faut que tout le monde réfléchisse et qu'il y ait dans chaque pays une espèce de planification. Pour qu'on sache comment on va vers des transitions. On conclut avec Alain peut-être. On a un autre Alain. On a un autre. Ah bah non mais on donne peut-être. On va terminer avec Alain du Cantal et puis on va prendre. Le premier, hein. Comment Non, mais je crois que vous avez raison. Oui. Allô ? Oui, Oui, pardon. Oui. Je crois que vous avez raison. Vous avez raison tous les deux. On peut pas tout faire immédiatement. Mais il faut avoir conscience que ces jeunes, même si effectivement ils sont pas parfaits, et comme vous l'avez dit, ils boivent pas de l'eau de pluie. Ouais. Moi, je me souviens de la réaction qu'il y a eu, quand on s'est retrouvé à un moment devant un McDo. Mais c'est complètement aberrant. Il faut arrêter tout ça. L'électrique. Moi, j'ai peu de revenus. Si vous saviez les revenus que j'ai peu de revenus. Il a fallu que je change de voiture. J'ai pris une voiture essence parce que ça pollue moins que le diesel. J'aurais voulu avoir une voiture électrique. J'habite dans un immeuble. Ah bah attendez, la voiture diesel, elle pollue moins quand vous faites beaucoup de routes. C'est surtout en ville qu'elle pollue plus. Hein. Autrement, c'est l'inverse. Oui, mais vous êtes totalement d'accord. Moi, personnellement, je fais malheureusement peu de route, parce que déjà ça coûte cher l'essence. Mais j'ai opté pour une trottinette électrique. Bon. C'est un peu le même point. C'est vrai que les batteries polluent, qu'on n'arrive pas à les... Mais il faudrait qu'à la fois, nous tous, je pense que les gens ont conscience maintenant de plus en plus qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Ne pas jeter de papier par terre. Attention, arrêter de manger, pardonnez-moi, des conneries. Mais il faut que les politiques derrière suivent. Et il faudrait que ça suive. Au lieu de nous... Ça vient aussi des mouvements... Non mais ça vient aussi, je pense, Alain, des mouvements citoyens qui peuvent engager... parce que si les politiques prennent des décisions, mais que derrière, on sent que c'est du punitif et qu'il faut le faire pour le faire, ça ne marche pas très bien. Ça ne marchera pas, je suis d'accord. Mais il y aurait des tas d'encouragements. Et l'exemple que je vous ai donné de ramasser les chewing-gums dans un aéroport, ça pourrait être, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais ça pourrait être un job. Pourrait être un job en plus. C'est pas reluisant, mais quand... Bien sûr, non, mais si, ça passe par tous ces petits jobs. Merci Alain du Cantal, et restez fidèle à Sud Radio, hein, puisque vous êtes un nouvel auditeur, comme beaucoup d'ailleurs, qui nous appelle et qui disent on vous a découvert, on vous écoute. Merci Arlette Chabot, merci Virginie Martin. On va continuer dans le débat dans un instant avec cette question. On a avancé un petit peu. Greta Thunberg en fait-elle trop? Vous êtes très très nombreux à voter sur les réseaux sociaux et à nous appeler 0826 300 300.